Alors on avait envie avec Catherine Gracier de faire ce livre sur le Maroc parce que l'image qui est véhiculée en France sur le royaume nous paraissait totalement décalée et totalement fausse par rapport à la réalité. Alors pourquoi ? C'est parce que nos journalistes qui suivent le Maroc, qu'est-ce qu'ils aiment au Maroc ? Ils aiment se retrouver en fin d'année dans un riad à Marrakech par exemple avec leurs amis Bernard-Henri Lévy, Dominique Strauss-Kahn et bien d'autres. C'est là où Jean-François Kahn, le patron de Marianne, passe quelquefois ses réveillons. Bon, et puis les gens qui suivent le Maroc, ce qu'ils aiment là-bas, c'est être reçus somptueusement par leurs amis marocains, recevoir quelques présents. On raconte comment le patron du Nouvel Observateur, Jean Daniel, a reçu une montre en or du roi Hassan II et demandait à Michel Jobert, l'ancien ministre de Pompidou, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois accepter cette montre en or ? Enfin, voilà, petit cadeau, petit tagine pour tout le monde, et puis surtout pas d'informations réelles. Récemment dans Le Point, 4 pages sur l'islamisme au Maroc, et pas un mot sur le mouvement justice et bienfaisance. Alors, ça ne ressemble à rien, et on avait envie de donner un peu une image plus précise de ce qu'étaient les réalités marocaines. Alors justement, justice et bienfaisance, c'est un mouvement que j'ai découvert grâce à ce livre, qui est un mouvement absolument passionnant parce que proprement marocain, et qui ne correspond pas aux stéréotypes qu'ici on se fait de ce qu'on appelle l'islamisme. Là, par exemple, ce qui m'a frappé, c'est la capacité des gens de justice et bienfaisance et de Nadia Yassine à occuper le terrain concret, le terrain social, le terrain de la vie de quartier, de la vie de la plus proche des gens. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que par rapport à l'idée qu'on se fait ici d'un islamisme qui serait forcément antidémocratique, eh bien, au sein de justice et bienfaisance, il y a une culture, sinon de la démocratie, au moins du consentement majoritaire. Et par exemple, dans les cercles politiques que le mouvement a créés, il y a des processus d'élection, des processus d'élection des dirigeants. Et le discours est extrêmement nuancé sur ce que pourrait être demain justice et bienfaisance si le mouvement participait au pouvoir. Et il y a des cadres qui réfléchissent sur la façon d'adapter un petit peu leur théorie sur le consentement de l'Oumma, de la communauté des croyants, etc., sur ce que le califat qu'ils affichent toujours comme étant leur but ultime. Eh bien, ils essaient de voir comment ces valeurs-là pourraient s'intégrer dans des processus démocratiques plus classiques, tels que ici, par exemple, en France, on peut en avoir la perception. Donc un mouvement extraordinairement riche. Alors, d'autre part, on s'est intéressé bien sûr aussi au PJD, qui est le parti islamiste un peu légalisé, avec à l'intérieur des tas de tendances, et des tendances plus radicales, d'autres au contraire totalement achetées par le palais. Donc, si vous voulez, ici par exemple en France, quand on explique qu'un parti islamiste légalisé a des rapports extraordinairement précis et régulier avec le roi et son entourage, ça surprend absolument tout le monde. Enfin, le roi, Mohamed VI, le roi moderne, ne fréquente pas les islamistes. Eh bien, si il les fréquente, pourquoi ? Parce que le palais au Maroc sait très bien, connaît quand même un peu la réalité sociologique de son pays, de son peuple, et c'est qu'aujourd'hui, la montée des valeurs religieuses au Maroc est incontestable, incontesté. Il y a évidemment le symptôme que tout le monde évoque, mais qui est vraiment le bout de l'iceberg, qui sont ces femmes de plus en plus voilées et dans tous les milieux sociaux. Mais il y a aussi un besoin d'un regain des valeurs religieuses. Alors pourquoi ? Parce que le Maroc, depuis 25-30 ans, il est dirigé par des classes dirigeantes qui ont absolument montré leur incapacité à gérer le pays et les grandes industries et les grandes sociétés marocaines. Elles sont gangrenées par la corruption, elles sont gangrenées par l'incompétence, et aujourd'hui l'état social, économique du Maroc est terrifiant, et c'est notamment ce qui n'est pas dit ici en France, c'est qu'on a voulu mettre en valeur. Le livre est consacré, quasiment la moitié du livre est consacré à l'état réel de l'économie du Maroc, et à la description des mœurs et pratiques de cette classe dirigeante marocaine qui a complètement essoré le pays,
qui vit somptueusement avec notamment leurs partenaires français auxquels ils ont vendu à bas prix les joyaux de la couronne, c'est-à-dire les entreprises les plus flamboyantes du Maroc, dans le domaine de la communication avec Vivendi, dans le domaine du tourisme avec Accor, dans bien d'autres domaines. Le Maroc a bradé ce qui était ses richesses, et nous essayons dans le livre d'expliquer dans le détail comment s'est fait cette politique d'ouverture vers l'étranger, notamment vers la France, et comment donc cette classe dirigeante marocaine a mal géré les affaires du pays. Voilà. Et on essaye enfin d'élargir un petit peu à la fin du livre à la situation internationale aujourd'hui du Maroc, qui est en train de changer radicalement. Pourquoi ? Parce que le palais, au fond, s'est appuyé, que ce soit sous Hassan II ou sous Mohamed VI, s'est appuyé beaucoup sur la France, sur ses amis français. L'ancien ministre de l'Intérieur Driss Basri m'a dit, et c'est un connaisseur, il m'a dit le Maroc c'est la dernière colonie française, terme terrible, et de quelqu'un qui a été au pouvoir pendant 25 ans aux côtés d'Hassan II. Donc, c'est fini. Cette époque est finie. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, Chirac, qui était le principal interlocuteur de Hassan II puis de Mohamed VI, aujourd'hui, c'est la fin de son règne ici, et que demain, les choses seront fatalement différentes au Maroc en termes de configuration internationale. Le rôle des États-Unis est de plus en plus important, ce qu'on essaie d'expliquer. Le rôle, évidemment, toujours les relations avec le voisin algérien deviennent déterminantes si le Maroc veut sortir de son isolement. Et évidemment, on essaye aussi de montrer toutes ces relations qui se sont tissées avec les pays du Golfe et qui aujourd'hui permettent de façon extrêmement sensible, permettent au Maroc d'être un peu la tête hors de l'eau, parce que les pays du Golfe donnent beaucoup d'argent au Maroc. Or, les pays du Golfe sont des sociétés islamistes à leur façon. Tout ça fait que demain, la configuration internationale du Maroc permet désormais que les forces islamistes participent au pouvoir. Alors que du côté français, il y avait une espèce de réticence absolument comme ça, basique à envisager cette participation. Je pense qu'aujourd'hui, les gens du Golfe, les Américains, etc., et même les Algériens, avec Bouteflika qui, lui, a composé avec les forces islamistes chez lui, tout ça rend possible demain une participation au pouvoir, le titre de notre livre, quand le Maroc sera islamiste. Alors, le débat, et le seul débat finalement intéressant, c'est quelle forme d'islamisme et quelle forme quelle forme de valeurs religieuses islamiques seront demain des valeurs officiellement de la société et du gouvernement marocain. C'est ça aujourd'hui le débat auquel le Maroc est confronté, et c'est un débat absolument passionnant.